Donc aujourd'hui, on va voir l'intérêt du remodelage ventriculaire inverse dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Pour ce fait, donc on va commencer par définir le remodelage ventriculaire. C'est quoi? C'est l'ensemble des modifications moléculaires, cellulaires, histologiques et anatomiques ainsi que fonctionnelles déclenchées par une augmentation de la contrainte mécanique pariétale ou une ischémie myocardique ou un stress biochimique. Et tout ça se fait via une activation neuro-hormonale et cytokinique. En fait, le concept de remodelage ventriculaire, il a été développé il y a longtemps, il y a 40 ans, à partir de la constatation d'une dilatation et d'une perte de la fonction contractile de cœur de rat ayant subi une occlusion coronaire. Plusieurs mécanismes pour ce remodelage. Le mécanisme essentiel, c'est l'augmentation des contraintes qui va aboutir à un ensemble de signaux en intramoléculaire au niveau de la cellule même. Et ces mécanismes vont aboutir à une augmentation de la synthèse protéique et au début une hypertrophie ventriculaire, mais aussi il y a d'autres mécanismes et d'autres médiateurs neurohormonaux comme l'angiotensine 2, l'angiotensine 1, les catécholamines, l'endothéline, qui vont aussi stimuler les voies de signalisation et vont moduler et vont altérer surtout la régulation du calcium, ce qui va donner une dysfonction diastolique et contractile et l'apparition de l'arythmie. En plus, l'angiotensine 2 va être à l'origine de l'hyperactivation des fibroblastes et la synthèse de fibrose, ce qui va donner une modification architecturale du ventricule gauche. Et ça a été bien démontré que l'assistance circulatoire, qui va donner une décharge majeure et prolongée du cœur, va donner une amélioration nette de ce remodelage. Donc, vous voyez les différents types de remodelage. Ça pourrait être une hypertrophie, une dilatation, une partie anévrismale comme c'est l'infarctus. Et il faut savoir que chaque fois que le patient va être hospitalisé pour une poussée d'insuffisance cardiaque, il y aura une stimulation de ces mécanismes hormonaux et de ces médiateurs donc, et moléculaires, ce qui va donner un remodelage ventriculaire. Et c'est pourquoi, parmi les objectifs du traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est surtout la diminution des réhospitalisations. Alors, c'est quoi le remodelage ventriculaire inverse ou réverse? C'est l'ensemble des changements moléculaires, cellulaires et tissulaires qui vont aboutir à une réduction significative des volumes ventriculaires, mais aussi l'amélioration de la FEVG. Il n'y a pas vraiment de définition universelle, mais on sait que classiquement, on considère qu'il y a un remodelage inverse si on aura une diminution des diamètres télésystoliques, télédiastoliques et des volumes de plus de 10%, et une amélioration de la FEVG de plus de 10% ou bien une normalisation au-delà de 50%. Donc, ce phénomène, on peut l'apercevoir jusqu'à 40% des CMD non ischémiques et on sait très, très bien les mécanismes du remodelage inverse sont divers. Il y a des mécanismes donc moléculaires, la diminution de la taille des cardiomyocytes, la possible réaugmentation de la densité capillaire, la réduction de la fibrose en inhibant l'angiotensine 2 et surtout l'amélioration du couplage excitation-contraction. Donc, les anomalies mitochondriales vont être partiellement réparées. Et il faut savoir que ce remodelage inverse va être à l'origine de la diminution du rapport entre la pression et le volume télédiastolique, c'est-à-dire on peut avoir une augmentation de la pression télédiastolique du VG, mais sans qu'il y ait une augmentation importante du volume télédiastolique. Alors, les facteurs prédictifs du remodelage inverse, c'est surtout la jeûne, l'étiologie non ischémique, l'absence de fibrose focale ou diffuse à l'IRM, bloc de branche ou de fibrillation atriale, la pression artérielle plus élevée lors de la prise en charge initiale, donc, et aussi dans le cas de cardiopathie non ischémique avec mutation génétique, il y a certaines mutations qui vont être responsables de l'absence de l'amélioration. Donc, vous voyez les différents facteurs prédictifs, le sexe féminin, l'étiologie non ischémique, le fait d'agir rapidement au début de l'insuffisance cardiaque, le fait d'avoir une FEVG très altérée, le fait d'avoir une absence de rehaussement et le fait d'avoir un taux faible de biomarqueurs, notamment de NT-proBNP. Et l'étude GIT-HIT, c'est une étude qui a essayé de voir l'intérêt de contrôler, de surveiller les patients selon le NT-proBNP. On a bien démontré qu'une diminution importante du NT-proBNP, plus que 4000 picogrammes par millilitre, serait à l'origine d'une amélioration très importante qui dépasse les 30% des volumes et aussi de la FEVG.
et l'obtention d'une concentration de NT-proBNP inférieure à 1000 picogrammes par millilitre sous traitement sera associée à un meilleur remodelage inverse. Quels sont les moyens thérapeutiques? On sait qu'il y a les traitements médicaux, il y a la revascularisation myocardique, la resynchronisation avec un effet on-off. On sait très très bien que si on arrête vraiment la resynchro, on pourrait avoir une dégradation du remodelage réversible rapidement, le mitral clip et surtout l'assistance circulatoire. Alors pour le traitement médical, on sait très très bien les études SOLVT avec l'enalapril, les études avec le carvedilol. Il y a une méta-analyse très intéressante qui parle en fait des différents moyens d'amélioration du remodelage. Donc, on a bien démontré que ce sont surtout les molécules qui améliorent la mortalité qui sont les plus bénéfiques en matière de remodelage ventriculaire. Vous voyez comment, par exemple, le bisoprolol, l'amélioration, elle est toujours positive, la CRT, le captopril, le carvedilol, l'enalapril, la spironolactone. Donc, toutes ces molécules vont améliorer de façon significative les volumes télédiastoliques, télésystoliques et aussi la FVG. Maintenant, quelle est la place des nouvelles molécules? Donc, on commence par le sacubitril/valsartan. Il y a la fameuse étude PROVE-HF. C'est une étude qui a essayé de voir l'intérêt de la diminution de BMP de NT-proBNP sous sacubitril/valsartan et surtout donc la corrélation entre la diminution de la NT-proBNP et des volumes. C'est une étude en mode open label et qui a été faite, c'est des patients avec une FE inférieure à 40%. Nous avons contrôlé le NT-proBNP et aussi une échographie a été faite à 6 mois et à 12 mois de façon aveugle. Donc, on ne sait pas vraiment, l'opérateur ne sait pas l'état du patient il y a 6 mois. Donc, on a bien démontré l'effet bénéfique du sacubitril/valsartan sur la diminution des volumes et de l'amélioration de la FEVG. Et ça a été bien démontré que 25% des patients vont améliorer leur FEVG de plus de 13% à 12 mois. Aussi, la taille de l'oreillette, le rapport E sur E', d'accord? Et on a bien démontré que plus on introduit le sacubitril/valsartan de façon précoce, plus on sera efficace sur ce remodelage réverse. L'autre étude, l'étude PRIME, c'est une étude qui a démontré que c'est aussi une étude en double aveugle qui est randomisée, qui a randomisé 118 patients. On a essayé de comparer valsartan versus sacubitril/valsartan sur la surface de l'orifice régurgitant de l'insuffisance mitrale fonctionnelle. Ça a été bien démontré, l'effet bénéfique sur la sort du sacubitril/valsartan. Le mécanisme sur le remodelage, c'est un mécanisme double. Le valsartan qui va inhiber l'angiotensine 2, on a bien démontré l'effet de l'angiotensine 2 dans la fibrose, et le sacubitril qui va en fait réprimer certaines voies de signalisation qui sont communes dans la génération de ce remodelage. La place des inhibiteurs de SGLT2, ça a été bien démontré avec l'empagliflozine comparé au placebo dans les études empatropisme, sugar DMI, TM et Empire, que cette molécule va permettre de diminuer la masse du VG, elle va permettre aussi de diminuer les volumes télédiastoliques, télésystoliques, elle va améliorer la FEVG. Aussi, dans l'étude Sugar DM, on a bien démontré l'effet bénéfique sur le volume systolique du VG indexé et aussi les volumes des oreillettes et les volumes du VG dans l'étude Empire-HF. Cependant, dans une récente méta-analyse sur l'effet des ISGLT2 sur le remodelage, on a malheureusement démontré qu'il n'y a pas de bénéfice net, et ceci à cause de quoi? À cause surtout des études faites avec la dapagliflozine. Donc, vous voyez, on a essayé de rassembler les études AMPA, les études DAPA. Il n'y avait pas de bénéfice, comme vous voyez, sur la masse du FEVG indexée à la surface corporelle. Aussi, dans cet abstract tout récent, c'est un abstract qui a essayé de rassembler les études randomisées contrôlées faites avec la dapagliflozine. Ça inclut 254 patients. Et il est fait sur la masse du VG, le volume de l'oreillette, les volumes télédiastoliques, télésystoliques et le rapport. On a démontré que vraiment la dapagliflozine, elle pourrait diminuer le volume d'éjection systolique, mais elle était négative sur l'ensemble de ces
de ces paramètres aussi. La même chose dans l'étude réforme. Donc, on va voir, il y aura une étude récente, il y a une étude récente qui va étudier l'effet de la DAPA sur l'infarctus de myocarde. Elle sera publiée l'année prochaine. On va voir si vraiment la DAPA améliorera le remodelage ventriculaire. L'ivabradine, donc l'ivabradine, la fameuse, il y a déjà la sous-étude échographique de l'étude SHIFT qui a bien démontré l'effet bénéfique sur le volume, les volumes d'éjection et la FEVG, mais aussi l'étude BACRI, c'est une étude qui a essayé de voir, de comparer surtout le fait d'introduire précocement l'ivabradine avec la carvedilol à petite dose versus carvedilol. Dans cette étude, on a démontré qu'avec l'association et l'introduction précoce, on aura plus de gains sur la fréquence cardiaque, mais aussi un gain plus important sur la FE, VG et aussi sur les volumes. Et donc, ça a été bien démontré l'effet bénéfique de l'ivabradine sur les différents paramètres du remodelage ventriculaire. Aussi, l'étude éthique AF, c'est une étude prospective comparative randomisée qui a comparé, c'est vrai, un petit nombre de patients, 38 patients chez qui on a fait une titration des bêta-bloquants, puis on a introduit l'ivabradine, et 33 patients chez qui on a introduit précocement bêta-bloquants et ivabradine 24 à 48 heures après l'insuffisance cardiaque aiguë. Et on a bien démontré que le fait d'introduire précocement, c'est en bleu les deux, donc précocement, c'est en vert les deux molécules, ça permet de réduire d'améliorer de façon significative la FEVG. Alors, remodelage inverse ne signifie pas guérison. Il ne faut pas arrêter les traitements. Au contraire, ça a été bien démontré. Dès qu'on arrête les traitements, il y aura une dégradation de la FEVG, il y aura une majoration des volumes ventriculaires et du taux de NT-proBNP. C'est pourquoi on parle de rémission et non pas de guérison de la maladie. Donc, en conclusion, le remodelage ventriculaire inverse, ça devrait être un nouvel objectif thérapeutique dans nos choix thérapeutiques. Il faut bien optimiser le traitement, précocement introduire donc, les 4 molécules phares de façon précoce, éviter vraiment l'inertie thérapeutique. C'est pas parce que notre patient il est asymptomatique, c'est qu'on ne va pas ajouter un bêta-bloquant ou un anti-aldo ou une molécule type sacubitril ou anti-SGLT2. Il faut taper fort d'emblée. Il faut favoriser vraiment les molécules qui ont eu des preuves sur le remodelage ventriculaire inverse.